Bonsoir. La France malade de la santé avec des poussées de fièvre dans presque toutes les professions cette semaine. Dans le privé, les médecins, pharmaciens, cliniques et kinésithérapeutes ferment leurs portes demain et après-demain. Les infirmières et médecins anesthésistes ont déjà donné le la depuis 3 semaines et leur mouvement continue. C'est un des dossiers prioritaires du nouveau gouvernement. Agnès Molinier, Marie-Hélène Roqueton. Les ISAR s'affichent. Les ISAR, ce sont les infirmiers spécialisés en anesthésie et réanimation. Ils commencent leur 3e semaine de grève sous le signe de l'action. Rassemblés aujourd'hui à Paris, ils ont décidé de durcir leur mouvement car les négociations avec le gouvernement n'aboutissent pas. Les infirmiers demandent une reconnaissance de leurs 2 années de spécialisation et de leurs conditions de travail. Ça fait 4 ans que les infirmières anesthésistes désirent une reconnaissance statutaire et financière. Et les différents ministres qui sont passés ne nous ont jamais accordé ça pour le moment. Quant au ministre actuel, il se penche ce soir sur le problème des dépenses de santé. Jean-Louis Bianco pour les affaires sociales, Bruno Durieux pour la santé, Michel Charasse et Pierre Bérégovoy pour les finances rencontrent Édith Cresson à Matignon. À 22 jours de la publication des chiffres définitifs du déficit de la sécurité sociale, ils examinent les moyens de faire des économies. Certaines mesures, prises par le gouvernement Rocard, seront présentées mercredi à l'Assemblée. Elles mécontentent déjà la plupart des professions de santé qui demain et après-demain appellent à la grève. Ce seront surtout les cliniques privées et les biologistes qui seront touchés, un mouvement qui servira en quelque sorte de répétition générale à une grande manifestation prévue le 11 juin prochain à Paris. Démission au centre de transfusion sanguine, démission causée par un scandale. Accusé d'avoir laissé en circulation sciemment des produits sanguins contaminés par le virus du sida, Michel Garetta s'en va. Le directeur du CNTS a annoncé sa décision il y a tout juste 1 heure. Bertrand Edel. La démission du docteur Garetta intervient 1 mois après la parution dans l'événement du jeudi d'un article où le Centre national de transfusion sanguine, le CNTS, est accusé d'avoir diffusé du plasma porteur du virus du sida entre 80 et 85. À l'origine de l'affaire, un rapport confidentiel paru en mai 85 dans lequel le CNTS préconise le chauffage du plasma contaminé pour inactiver le virus. Malgré ce cri d'alerte, aucune interdiction de diffusion des stocks contaminés n'est prise par le ministre de la Santé de l'époque, Edmond Hervé. Plus de 1000 hémophiles contracteront le virus. Aujourd'hui, 180 d'entre eux sont morts du sida. Expliquant sa démission, Michel Garetta a ajouté aujourd'hui qu'il s'estime victime de méthodes calomnieuses et qu'il pourrait envisager une action en justice contre ses détracteurs. Les accords de Schengen, laboratoire de l'Europe. Dans 1 an, 6 pays aboliront leurs frontières intérieures, la France, l'Italie et les 3 pays du Benelux. Encore faut-il que les parlements autorisent leur gouvernement à les ratifier. Premier débat et premier vote en France aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ça ne devrait pas poser de problème, l'opposition votera. Quelles seront les conséquences de notre rédaction européenne? Jean-Marie Belin. Signé il y a tout juste 1 an, Édith Cresson était aux affaires européennes, l'accord de Schengen crée un nouvel espace européen enfin visible par les citoyens européens eux-mêmes. C'est la préfiguration de 93 expérimentée par les 6 pays fondateurs de la CE. C'est comme s'il y avait un seul pays. Les frontières intérieures sont abolies. Vous passez sans contrôle d'Allemagne au Luxembourg et du Luxembourg en France. Seule exception, les aéroports. Les contrôles sont déplacés aux frontières extérieures de ces pays. Un Danois sera contrôlé à son arrivée en Allemagne une fois pour toutes et circulera ensuite librement à l'intérieur des 6 pays. Schengen, c'est aussi la garantie contre l'immigration clandestine. Grâce à l'harmonisation des contrôles aux frontières extérieures, on est allé jusqu'à écrire un manuel commun. Pas de problème non plus pour le réfugié. S'il est accepté, il l'est dans les 6. S'il est refusé dans l'un, il l'est partout. Corollaire de Schengen, la coopération policière et judiciaire entre les 6 est renforcée et un fichier commun mis en place à Strasbourg. L'arme chimique doit être éliminée, l'arme bactériologique ne doit pas être fabriquée. Le plan français de désarmement a été présenté dans sa totalité aujourd'hui. Un plan qui envisage des actions sur 3 secteurs, régional, mondial et catégoriel. Explication de Pierre Babet. Base de Seriozek dans le Kazakhstan. Militaires soviétiques et américains applaudissent à la destruction d'un système d'armes nucléaires. Ce que propose le plan français s'inspire de ce désarmement américano-soviétique, mais il l'applique à toute catégorie d'armes partout sur la planète. Toute catégorie d'armes tout d'abord. Désarmement nucléaire, la France signera le traité de non-prolifération. Armement conventionnel, l'ONU tiendra un registre mondial de vente d'armes. Pour l'espace, la France proposera un code de bonne conduite applicable au spatial civil et militaire.
Partout sur la planète, ensuite, la France appelle à des arrangements régionaux de sécurité par l'équilibre des forces, la lutte contre le surarmement, le contrôle par voie spatiale, l'échange d'informations et l'interdiction des armes de destruction massive. Enfin, comme l'ONU a prouvé qu'elle était en mesure de jouer pleinement son rôle, c'est au Conseil de sécurité qu'il appartiendra de surveiller les politiques de désarmement et de non-prolifération. Le pape condamne de nouveau le capitalisme acharné. Pour son premier voyage dans une Pologne non communiste, il a mis en garde ses fidèles contre la soif de consommation et l'athéisation de l'État. Et pour la première fois, des soviétiques étaient autorisés à rencontrer Jean-Paul II. Ils ont traversé la frontière par milliers. Un message du pape important au moment où la Pologne passe à l'économie de marché, un passage difficile d'ailleurs. Le programme de privatisation est freiné par le manque de capitaux et le gouvernement polonais doit faire appel aux investisseurs étrangers, notamment aux Français, pour qu'ils rachètent les entreprises d'État. Reportage de nos envoyés spéciaux à Varsovie, Claude Guénaud et Robin Teboul. Dans la Pologne, en marche vers le capitalisme, tout change à vitesse grand V. Rond-point du Général de Gaulle, au dernier étage de ce qui était le siège de l'ancien parti communiste, la bourse de Varsovie s'est installée comme une provocation. Chez nous, l'ouverture de la bourse signifie changement de système. Ouverte depuis un mois, la bourse de Varsovie ne cote pour l'instant que 6 sociétés et il n'y a qu'une séance par semaine. Mais le gouvernement a décidé d'accélérer la cadence. Maintenant, en Pologne, chaque jour, on privatise 2 jusqu'à 3 entreprises, mais des affaires spectaculaires. Actuellement, 85% des entreprises appartiennent encore à l'État. Seuls les petits commerces, les boutiques et les restaurants ont été rachetés massivement par les particuliers. Le gros de la privatisation reste à faire. Le salaire courant en Pologne est de 700 francs par mois et peu nombreux sont les Polonais qui peuvent se risquer dans le rachat d'usines privatisables. À la sortie de la banque Narodowi, les gens confirment qu'ils sont obligés de tirer sur leur épargne pour vivre. L'inflation a rendu tout hors de prix. Ce qui nous fait le plus défaut, c'est l'épargne des Polonais, déplore ce banquier. Pourtant, à Varsovie, la succursale Mercedes, qui n'est ouverte que depuis le 8 avril, a déjà vendu 250 voitures au rythme de 4 par jour. Le changement de système a ouvert de nouvelles opportunités pour certains. En Pologne, il y a beaucoup de très riches citoyens et il faut se rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui créent ces fortunes pendant une journée. Mais l'argent en Pologne, quand il y en a, va plus facilement dans le commerce, l'import-export que dans l'industrie. Et faute de capitaux, seuls les étrangers ont la possibilité de racheter les entreprises à privatiser. C'est le plus grand magasin dans le monde entier maintenant, la Pologne, avec 8000 entreprises à vendre. Je pense que toujours gagnent ceux qui viennent dans un magasin le premier. Au total, c'est plus de 8000 sociétés que la Pologne s'apprête à privatiser dans les mois qui viennent. Cela pourrait être l'occasion du retour en force des entreprises françaises que le gouvernement polonais appelle de ses voeux. Mais il faudra plus qu'une volonté politique ou qu'un courant de sympathie, car actuellement, sur 100 francs investis en Pologne par les étrangers, l'Allemagne en apporte 30 et la France 4% seulement. En Chine, le communisme est toujours là, mais les étudiants veulent encore croire au printemps. Malgré un déploiement de force impressionnant, de nouveaux incidents ont éclaté ce soir, 2 ans jour pour jour après les événements sanglants de la place Tiananmen. Défilé au milieu du campus de Beida à Pékin et jet de bouteilles contre les forces de l'ordre. L'université de Beida, berceau de la révolte en 89. Nos envoyés spéciaux, Philippe Pister et Georges Minangwa, y étaient il y a un mois. Tiananmen, le mois dernier. Touristes et badauds déambulant sur la place, aucune présence policière qui ne se fasse particulièrement sentir à l'époque. À Beida, changement de décor et pour cause, l'université de Pékin, au lieu de la contestation en 89, l'hirondelle du printemps. Ici, le journaliste étranger n'est pas admis par les autorités. C'est caméras cachées qu'il faut filmer, crainte des policiers en civil infiltrés des mouchards, climat de méfiance, des réponses plus qu'évasives. On veut savoir ce que pensent les étudiants de la situation politique aujourd'hui. Oh, je crois que je ne peux pas vous répondre. Oh. Dans la conversation, elle aperçoit la caméra. Oh, je crois que je ne peux pas rester ici. Surtout, particulièrement, je suis en train de chercher un emploi.
Aujourd'hui, le Sandjaoudi, le long panneau d'affichage en plein cœur du campus, est plus que jamais surveillé. Déploiement de banderoles, jet de bouteilles, un symbole, puisque petite bouteille en chinois est homonyme de Deng Xiaoping. Ce sont là les seules timides et brèves tentatives des étudiants la semaine dernière de marquer l'anniversaire de la répression. Dans le campus, il y a des tracts qui circulent comme ça, qui appellent les étudiants de se promener simplement sur la place Tiananmen le 4 juin. Et c'est un acte très significatif pour les Chinois. Les jeunes n'ont plus de confiance envers le Parti communiste chinois, envers le gouvernement chinois, et ils ne s'intéressent plus à la politique. Et en fait, on me dit que maintenant à l'université, pour les étudiants, pour les jeunes, il y a 3 occupations majeures. C'est de jouer au mahjong, préparer son examen de TOEFL pour faire des études aux États-Unis, et puis chercher copains-copines. Normalisation, quadrillage, reprise en main idéologique. Entre les cours politiques, les séjours prolongés à la campagne et les périodes de formation militaire, 1990 par exemple a été une année perdue pour les étudiants de Beida. La résignation, ici comme pour le reste de la Chine, on n'attend qu'une seule chose, la mort du vieux Deng. Et puis toujours à l'étranger, en Algérie, d'importants renforts de gendarmerie se sont déployés cet après-midi dans le centre d'Alger. Plusieurs centaines de militants et de sympathisants du Front islamique du salut se sont en effet regroupés en scandant des slogans à la gloire de la République islamique. Pour le moment, les troupes anti-émeutes ne sont pas intervenues. En France, la situation électorale de la gauche est maussade. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le porte-parole du PS, Jean-Jacques Kerran. 3 élections partielles ce week-end et 3 revers avec 2 constantes, un très fort taux d'abstention et une hausse du Front National. L'élection phare, c'était bien sûr la législative de Belfort avec Jean-Pierre Chevènement en ballottage favorable. Daniel Sportiello et Christos Camillieris. 47,42%, un record d'abstention. La démobilisation dessert surtout Jean-Pierre Chevènement. Avec un score de 38,5%, le maire de Belfort, en ballottage favorable, fait près de 15 points de moins qu'en 88, où il avait été élu au premier tour. Et même si Jean-Pierre Chevènement avait hier 8 candidats face à lui, au lieu de 3, la forteresse Chevènement semble aujourd'hui quelque peu ébranlée. Mobiliser reste donc prioritaire pour Jean-Pierre Chevènement, qui compte sur la venue de Jacques Lang et d'Édith Cresson pour redonner du punch à sa campagne. En face, le candidat RPR-UDF, arrivé second avec 26,9%, ne cache pas sa satisfaction. Il améliore de 2 dixièmes le score du candidat d'opposition de 88. Jean Rosselot pourtant ne décolle pas et ce résultat lui laisse peu d'espoir pour dimanche prochain. Le Front National, en revanche, augmente encore son audience avec 14,4%. Mais son candidat ne peut se maintenir au second tour, faute de totaliser les 12,5% d'électeurs inscrits. Et si le PC est le grand perdant de ce premier tour, avec 4,4%, il perd 2 points, on peut parier que les écologistes, qui totalisent 11%, seront très sollicités entre les 2 tours. Stress et angoisse pour les 600 000 candidats du bac. La première épreuve, c'est mercredi avec la philo. Angoisse et stress pour les organisateurs. Convocation, épreuve, correction et résultats, tout doit bien se passer. Pour Paris, le quartier général, c'est la maison des examens d'Arcueil. Vous allez le voir, aucune chance pour les tricheurs. C'est un vrai coffre-fort. Reportage Anne Gouraud et Philippe Jasselin. Le centre d'Arcueil sous haute surveillance. Derrière ces portes blindées gardées 24 heures sur 24 et reliées à un système d'alarme électronique du simple papier. Très exactement 2 181 600 feuilles s'entassent ici en attendant les épreuves du baccalauréat. Première matière sur laquelle les candidats plancheront, la philosophie. Élèves de la région parisienne, regardez bien cette enveloppe. Elle contient les sujets qui seront distribués mercredi. Une enveloppe qui gardera intact le sceau de l'imprimerie nationale jusqu'au dernier moment. Car de la conception des sujets au transport, en passant par le personnel soigneusement trié sur le volet, tout a été conçu pour minimiser le risque de fuite. Au centre d'Arcueil, la suspicion est de mise. On ne peut pas travailler dans ce service en ayant des enfants qui passent le bac. Nous avons même quelqu'un du service de l'organisation, plutôt notre chef de division, dont le fils va aller passer le bac à Bordeaux. Notre directeur a son fils qui est allé passer le bac à Grenoble l'année dernière. Depuis la semaine dernière, les proviseurs des lycées de l'académie défilent à Arcueil pour prendre possession des sujets. Sujets préparés il y a près d'1 an déjà par les commissions d'enseignants. Alors je vous donne le corrigé. Voilà, de français. Pour chaque discipline, 6 jeux différents sont prévus. Là encore, il faut pouvoir se rabattre très vite sur un sujet de secours en cas de fuite. Sur l'ensemble du territoire, 2500 sujets ont ainsi été fabriqués pour le seul bac 91, une véritable industrie de plus en plus lourde à gérer.
Pourtant, malgré les contraintes, 51% des enseignants sont hostiles au contrôle continu à la place de certaines épreuves. Les portes blindées d'Arcueil continueront probablement longtemps à remplir leur office. Tennis, vive les femmes. Nathalie Tauziat sera la seule à représenter la France au quart de finale de Roland-Garros. Arnaud Butch a été éliminé en 4-7 par l'Argentin Davin et Santoro a été balayé par Michael Stich. Dommage. Résumé de la journée, Rémi Gudicelli. Andrei Cherkassov en proie au doute sur la terre battue de Roland-Garros face à Edberg. Le jeune soviétique avait pourtant bien défendu pendant le premier set avant de s'incliner de justesse à l'issue du tie-break. Mais Edberg semble planer sur le tournoi cette année. Service de rêve. Et pour conclure en beauté et en 3 petits sets, les volées parfaites du maître. La puissance et l'énergie d'Arnaud Butch pour tenter de déstabiliser l'Argentin Franco Devin. Opération réussie dans le 2e set uniquement. Pour le reste, Devin se contentera d'attendre en fond de cours les fautes du Français. Butch courageux mais un peu juste tout de même à ce niveau de la compétition. C'est Devin qui rencontrera en quart de finale l'Allemand Stich. Car c'est bien Stich qui a surclassé cet après-midi un Fabrice Santoro diminué, il est vrai, par une intoxication alimentaire. Subtil et racé, l'Allemand n'a jamais laissé aux Français le soin de maîtriser le jeu. Exit Santoro et avec lui le dernier Français encore qualifié dans ce tournoi 91. Dernier coup d'œil enfin sur l'un des grands cogneurs du circuit, Jim Courier, expéditif face à son copain Todd Martin. José Higueras, le nouvel entraîneur de Courier, a fait de l'Américain un joueur redoutable cette année. Son quart de finale face à Edberg vaudra le déplacement. Culture maintenant avec notre invité Andrei Zulawski. Bonsoir. Bonsoir. Votre dernier film, La Note Bleue, sort en salle mercredi. Alors la Note Bleue, c'est celle de Chopin. Vous avez décidé de raconter les dernières heures de sa relation avec George Sand. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ces deux personnages? Surtout la musique de Frédéric Chopin, qui est une des plus belles au monde et qui soit. Et puis une constatation, c'est que Chopin, au contraire de beaucoup d'autres compositeurs musiciens, comme Mozart par exemple, n'a pas eu de biographie très agitée. Il lui est arrivé qu'une seule chose dans sa vie, je crois, vraiment majeure, c'est-à-dire qu'il a rencontré et vécu pendant 9 ans pratiquement avec George Sand, qui était un peu le contraire de ce qu'il était lui. Et j'essaie de raconter la journée où il se lève le matin, c'est très beau, et c'est l'été, c'est Nohant, la maison de George Sand au milieu de la France. Ils ne savent pas qu'ils vont se quitter. Vous savez, ce sont ces moments de bonheur qui finissent en malheur parce qu'il y a eu accumulation, parce qu'au bout de 9 ans, il y a toutes les raisons pour se quitter. Eh bien, ça raconte ça, et ça raconte aussi, ça raconte pas seulement le moment de se quitter, ça raconte un moment d'amour entre Chopin et la fille de George Sand, qui a essayé de prendre la place de la mère pour 10 000 raisons et qui n'a pas tout à fait réussi. Alors vous parliez tout à l'heure de l'importance de la musique et vous avez fait un pari un peu fou, c'est de faire jouer le rôle de Frédéric Chopin, non pas un acteur, mais un pianiste. C'était un peu la condition de le faire. Vous savez, quelqu'un qui passe 10 heures par jour au piano dans sa vie, ce qui est le cas de Chopin dans le film, qui embête tout le monde avec sa musique du matin au soir, qui rabote, qui essaye de faire au mieux. J'imaginais mal un acteur, vous savez, donc qu'on pourrait prendre en gros plan avec le meilleur jeu possible, et puis les mains d'un autre. Et je pensais que la moindre des choses, ça serait de prendre un Chopin, c'est-à-dire un Chopin vraiment pianiste. On va regarder tout de suite un extrait de votre film La Note Bleue. Tu dois être très fatigué. Tu peux t'appuyer sur moi plus fermement, tu sais. Alors vous
l'avez dit, cette histoire, c'est un petit peu un trio Oui, destructeur. je déteste les extraits, je vous le dis franchement. Mais il faut aller voir le film, en entier. Le film dure 2h10, donc on a le temps de s'installer dans une certaine richesse. Oui. Vous le disiez, c'est un petit peu un trio de destructeurs qu'il y a entre Marie-France Pizier, qui joue Georges Sand, Frédéric Chopin, et Sophie Marceau, qui joue la fille de Georges Sand. Oui, non, je ne pense pas destructeur. Je pense que Chopin, qui avait 39 ans à l'époque et qui est mort 3 ans plus tard, à l'issue d'ailleurs de cette rupture, donc ça lui a coûté très cher, était quelqu'un de malade, de très délicat et en même temps au sommet de ses forces créatrices, et son histoire d'amour, je le dis avec beaucoup de prudence parce que nous n'avons pas toutes les preuves de ça, mais nous en avons les traces en tout cas très fortes. Son histoire d'amour avec cette très jeune fille qui lui offrait un regain de vie, un avenir, un espoir pour quelque temps, je pense que ça a été très importante pour lui. Donc c'est pas tellement de la destruction, c'est plutôt Georges Sand qui avait très assez de Chopin à ce moment-là. Andrei Zulavski, je vous remercie, et donc allez voir le film puisque les extraits sont trop courts. Solo tout de suite avec Bernard Lavilliers, en solo pour son dernier album qui sort cette semaine, et une nouvelle fois il s'est inspiré de ses voyages. Reportage à Lausanne de Thierry Stampfler et Didier Thiebaud. Je suis au Manila Hotel. Qui sort et peut-être elle. L'angoisse de quelqu'un qui écrit des chansons, c'est de se dire, j'ai fait 15 albums, mais est-ce que je vais faire le 16e, quoi? C'est ça le truc. Et en fin de compte, dès que j'en ai terminé un, j'ai envie d'en écrire un autre, c'est au moins de mettre les marques du suivant, quoi. Le voyage comme source d'inspiration. Ce nouvel album de Bernard Lavilliers ne déroge pas à ses habitudes. Après l'Amérique du Sud et l'Afrique, Lavilliers est parti en Asie à la recherche des personnages et des atmosphères qu'il affectionne. C'est une autre version. 10 chansons, un album essentiellement composé de ballades, une atmosphère presque intimiste, créée en complicité avec Sebastián Santamaría, un musicien chilien avec qui il travaille depuis quelques années. Maintenant, quelque part, à l'envers. Même s'il vend beaucoup de disques, Lavilliers est un artiste très controversé. Ses détracteurs lui reprochent de trop se mettre en scène dans ses chansons, en résumé d'être un peu mégalomane et de manquer d'humour. Réponse de l'intéressé. Souvent quand j'écris au 3e degré, ça passe au premier, j'ai pas toujours une chance formidable avec ça. Bon, enfin, c'est pas toujours moi qui suis en scène, pas du tout. Je suis souvent là comme l'œil, quoi. Pas forcément de moi dans mes chansons, je crois pas, non. Le plus important, c'est de parler des autres. Et si on se déplace, enfin si moi je bouge beaucoup, c'est sûrement pour ça. C'est plus pour les gens que pour les décors. Hein. Et puis là, pour sortir complètement, on va à do dièse mineur, femme dièse majeur. Son nouvel album à peine achevé, Lavilliers est déjà en train de composer de nouveaux titres. Poser les marques de son prochain disque, c'est sa façon à lui de se rassurer. Voilà, fin de cette édition. Dans quelques secondes, la météo complète de Michel Touré. À demain 19h. Bonsoir.